dis que cette rentrée, c'est la rentrée de la dernière chance parce qu'il est encore temps, si on prend les bonnes décisions dans le budget 2016, peut-être d'entretenir les braises naissantes de la croissance balbutiante. Allez-y. Merci. La rentrée de la dernière chance, celle aussi de la bagarre pour l'orientation politique de la fin du quinquennat. Frondeurs, réformistes, ministres et militants, ils se sont tous retrouvés, comme chaque année à La Rochelle. L'occasion pour nous de revenir sur l'album des images fortes de l'année. Cette semaine, c'est le PS qui se déshabille en tout bien, tout honneur. C'est la rentrée finalement. Les micros sont allumés, hein. Si on enlève le limiteur, c'est pas très joli. Mais si, regardez, ça fait des petits pompons. Alors, le principe. J'adore quand je sais pas ce qu'il faut faire. Je profite de La Rochelle pour revenir sur quelques images emblématiques de l'année. Et on va commencer. Ah oui, alors il faut que je fasse un clap avant de commencer. Donc on commence l'album par les images les plus récentes, hein, c'est anti-chronologique, des images de l'été. Alors bon, on dit que c'est l'été, hein, on voit vaguement qu'il fait beau, mais enfin sinon on ne se rend pas vraiment compte qu'on est en été, pendant la période des vacances. C'est un changement complet, ça. Mais il n'y a plus de vacances. Il n'y a plus de vacances. Il y a des vacances pour les Français, ceux qui peuvent se permettre de partir ou ceux qui peuvent se détendre. Mais lorsqu'on est aux responsabilités, lorsqu'on gère un pays, il n'y a pas de vacances. Donc aujourd'hui, les responsables politiques gouvernementaux prennent peu de vacances. C'est normal. Les Français n'attendent pas que leurs responsables politiques se reposent. Ils attendent qu'ils travaillent, qu'ils soient efficaces. C'est assez surprenant parce que généralement on n'a pas, voilà, en termes d'album, ça fait pas tellement image de l'été, quoi. Image du mois d'août, entre le séminaire gouvernemental, tout le monde est en costume, Manuel Valls en déplacement. Ouais, mais c'est, qu'est-ce que ça vous inspire? Je trouve que c'est assez révélateur de la marque finalement de ce gouvernement et de ce quinquennat. Et puis on a cette image du séminaire gouvernemental, ce que vous dites très bien. 31 juillet, hein, c'est tard, les vacances ont commencé tard. Elles ont commencé tard, je crois que pour en connaître quelques-uns, les ministres attendaient quand même une pause parce que ce sont des femmes et des hommes qui se consacrent 24 heures sur 24. Vous savez, ministre, hein, on n'arrête pas le soir. Hein. Vous qui êtes ministre, là vous avez fini le 31 juillet, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de trêve. Il n'y a pas eu de vraie rupture. C'est-à-dire qu'au sens vacances, je coupe tout, j'oublie. Bon, parce que d'abord la situation est particulière. On n'est pas dans un moment anodin de notre histoire, un moment très lourd quand même, avec le terrorisme en particulier, et en même temps une sortie de crise économique, mais une entrée dans une crise agricole, un certain nombre de problèmes de sécurité. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de... Non, on ne s'est pas arrêté. Ça nous manquera peut-être parce qu'on est comme tout un chacun à la maison de repos, mais on a quand même pris l'air. Chacun, enfin moi je suis retournée dans ma maison, en Bretagne. Manuel, on voit ici, était dans les Alpilles, voilà. Oui, qu'il a interrompu effectivement par de nombreux déplacements. Vous êtes proche de Manuel Valls, hein, que vous connaissez bien. Il nous avait habitués à d'autres images. Manuel Valls, pas dans l'été, on a vu voilà, peut-être plus de mise en scène. Là, on a l'impression qu'il est dans des choses plus sobres que ce qu'il a fait dans des pauses en Camargue. On se souvient il y a quelques 2 ans. On se souvient aussi de photos avec sa femme. Enfin voilà, là, on a vraiment l'impression que c'est d'une sobriété à toute épreuve. Par rapport à Nicolas Sarkozy, par exemple, qu'on a vu cet été dans des vraies photos de vacances. Là, on a l'impression... Si on peut parler de sobriété, j'ai jamais trouvé qu'il y avait de trop dans ce que faisait Manuel Valls dans les années passées, mais le temps aussi cette année est tout à fait particulière. Depuis janvier, on sent bien qu'on est dans l'esprit des Français, dans un contexte dans lequel il faut faire attention. Et moi, je trouve ça plutôt bien qu'un Premier ministre vienne de manière aussi simple, j'ai envie de dire. Il n'y a rien qui vous frappe? C'est devenu un peu un marronnier maintenant, cette idée du gouvernement sur le pont 24 heures sur 24, y compris pendant l'été. Bon, c'est normal, c'est la continuité de l'État. C'est peut-être aussi un peu le traumatisme du premier été 2012, que moi j'ai toujours trouvé un peu surdimensionné par rapport à la réalité de ce que... D'accord, surdramatisé quoi. Surdramatisé. Il y a une sorte d'explication qui a consisté à dire des mauvaises images, une impression de gouvernement pas au travail à l'été 2012. Moi, c'est pas du tout l'impression que ça m'avait
avait donné. Et puis bon voilà, dans le patrimoine social de ce pays, il y a les congés payés. Donc que le gouvernement soit au repos à un moment, même s'il assure la continuité de l'État, ça ne me choque pas. Maintenant, on est dans la tyrannie de l'émotion, de la réactivité, et s'il y a le moindre incident, le moindre pépin, on attend que le gouvernement, les ministres soient présents et qu'on ne donne pas là, cette impression de période de no man's land de l'action gouvernementale. Bon, ouais, alors le paradoxe, c'est que c'est Nicolas Sarkozy, il n'est pas au pouvoir, hein, mais qui pose en maillot de bain, etc., voilà, en vacances, et puis effectivement, il n'y a aucune image effectivement de vacances du côté des... C'est tabou maintenant, je crois que les vacances sont les images de ministres en maillot de bain sont désormais tabous, et a fortiori du président de la République. Parce que François Hollande, finalement, s'en est tellement voulu de son début de mandat calamiteux, des photos où on le voyait effectivement avec Valérie Trierweiler à la plage, etc., et qu'il a l'impression que c'est ça qui a été le début des ennuis et qu'il cherche désespérément à corriger ça. Enfin, on s'interroge sur l'image. Bon, je crois qu'il n'aime pas les vacances lui-même d'abord. Ah bon, c'est ça? Alors, je pense que c'est pas quelqu'un qui raffole effectivement des longues périodes de congés et d'absence. Ah, donc la communication, c'était en 2012 en fait, quand il partait en vacances, c'est ça? Mais je pense. Alors là, on est à La Rochelle, aux universités d'été, mais la semaine précédant ces universités d'été, il y a eu Arnaud Montebourg qui a, on va dire, lancé les hostilités ou les festivités, suivant comment on dit, avec donc la fête de la rose. Moi, cette photo, enfin ces images, je les ai vues là, de Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Varoufakis ensemble. Je trouve ça... Je trouve pathétique. Pathétique. Je trouve que c'est de la communication à la petite semaine où on s'attend sur un quai pour se faire des embrassades. On essaie de démontrer qu'on va reconstituer quelque chose de nouveau sur le dos du copain avec qui j'ai été pendant des années, avec qui j'ai construit toute ma carrière. C'est pas ma façon de voir la politique. Et donc ça, alors là pour le coup, on est dans de la vraie com. Bon, voilà, c'est des spécialistes. Hein. Vous avez deux hommes politiques. L'un est entré en politique il y a très peu de temps, qui aujourd'hui... Yanis Varoufakis, ouais. Parce que Alexis Tsipras lui avait fait un moment confiance à émerger dans les médias. Vous avez un homme finalement assez seul, Arnaud Montebourg, seul, isolé dans le parti, qui, de ce que j'avais compris, voulait aller travailler... dans le privé, voilà, il continue. Voilà, d'ailleurs, c'est un point commun entre Varoufakis et lui, hein, eux qui parlent beaucoup de la classe populaire, ils travaillent pour les grands groupes aujourd'hui, cotés en bourse. Voilà, ils sont pleins de contradictions. Moi, j'aime pas ça. Oui, c'est une grosse pub pour Varoufakis, c'est un gros flop pour Arnaud Montebourg. Ah bon? Ouais. Je pense que, voilà, lorsqu'on veut faire une rentrée politique, soit on a des choses à dire et on les dit. La politique, je vous l'ai dit, ce ne sont pas uniquement des images. Yanis Varoufakis est venu en France pour le plan B européen, etc. Peu importe, c'est sa responsabilité. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il va faire dans les prochaines élections grecques. Tout ce que je sais, c'est que le parti au pouvoir, Syriza, et son leader Alexis Tsipras, a pris des responsabilités réelles. Enfin, qui peut imaginer qu'on peut continuer comme ça à dépenser sans compter? À ce que des citoyens d'un pays ne payent pas d'impôts? Ce n'est plus possible. Oui, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Là, pour une fois, l'Europe a pris des responsabilités, le responsable politique grec a pris ses responsabilités, et le président de la République française a été celui qui a fait que la Grèce est restée dans l'Europe et dans l'euro. Et donc Montebourg, vous disiez un gros flop. Pourquoi? Juste en deux mots, pourquoi un gros flop? Parce qu'il va être candidat là en 2017 oui, mais quand même, attendez, Arnaud Montebourg, quand on fait de la politique, il faut marquer des actes et puis annoncer des choses. Moi, il paraît qu'il y avait un peu moins de monde que les autres. Il pleuvait aussi. Que les autres fois. Il pleuvait et François Hollande n'était pas là. Donc vous n'avez qu'à voir comme quoi il peut se passer des choses aussi. Et puis voilà, enfin bon, peu importe. Moi je ne souhaite pas commenter ce qui s'est passé à Frangy. L'année dernière, c'était très regrettable vraiment ce qui était passé. Ça a eu des conséquences politiques. Oui, la cuvée du redressement, effectivement. Voilà, et cette année, Yanis Varoufakis, ça n'a aucune conséquence politique et c'est mieux comme ça. Je n'y étais pas. Oui. Voilà. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on n'était pas formellement invité. Comment ça va être formellement invité? C'est-à-dire qu'il y a des années où on nous prend le téléphone pour nous dire ce serait bien que vous veniez cette année. Je pense que là, il y avait l'idée de mettre moins d'enjeux internes. On avait vu que
l'hyper-concentration des enjeux internes lors de la fameuse cuvée du redressement avait débouché sur ce qu'on sait. Fête de la Rose, été 2014, voilà. Et donc la là, il y cuvée avait du redressement. l'idée de prendre un peu plus de champ, un peu plus de perspective. Parce qu'effectivement, il y a eu l'été 2014, hein, on se souvient de, de cette fameuse cuvée du redressement qui a valu l'éviction d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon du gouvernement pour discours critique. Là, le désir, vous dites, c'était décalé avec Yanis Varoufakis, mais vous pensez quoi? Que c'était un bon, vous dites c'est un coup de com, c'était un bon coup de com, ça sert à quelque chose? Parce que voilà, est-ce que ça sert à quelque chose? Le problème, c'est que l'image se réduit à la photo, au casting, alors que les deux discours, et d'Arnaud et de Yanis Varoufakis, étaient intéressants sur le fond, sur le rapport justement au changement de perspective, dépasser le cadre national pour voir que les problématiques austéritaires se posent à l'échelle européenne. Donc pour ce message-là, de dire que le centre de gravité du débat à gauche, c'est désormais le rapport à la question européenne, c'était très habile. Donc vous pensez que cette image, elle fait sens, elle a un poids politique? On ne renonce pas à une alternative et on invite en France ceux qui veulent essayer de les construire parce que la France n'est pas est quand même indispensable à la construction européenne, contributeur net de l'Union et en capacité de créer des rapports de force qu'elle aurait dû déjà créer. Beaucoup ont vu de la communication personnelle d'Arnaud Montebourg là-dedans, plus ou moins ratée ou réussie, voilà un petit coup de pub. Arnaud, il est très bon en com, hein. Il est très bon en com, il fait des coups. Alors en même temps, j'ai tendance à penser que la communication politique, je suis de moins en moins convaincue que les coups créent des adhésions et donc construisent dans la durée la capacité d'engranger la sympathie et l'adhésion qu'on a créée. Voilà. Il y a un rejet du coup médiatique. Ouais. Moi, cette photo, elle me fait surtout penser à un talent gâché, celui d'Arnaud Montebourg. Ah ouais, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il était... si on reprend, non pas seulement cette année, mais l'année précédente, etc., en fait, on a quelqu'un qui, en 2011, soutient François Hollande dans la primaire, qui ensuite, au gouvernement, soutient Manuel Valls contre Jean-Marc Ayrault, puis soutient Tsipras contre Hollande, et puis maintenant soutient Varoufakis contre Tsipras. Contre Tsipras, ouais. Et demain soutiendra Mélenchon contre Varoufakis, avant qu'il ne se rende compte que Mélenchon, en réalité, est son pire ennemi. Et donc c'est l'histoire d'une lente dérive, et je la trouve effectivement regrettable, parce que c'est un homme politique de talent. Mais une dérive vers quoi? C'est une question. Le problème des dérives, c'est que justement, elles peuvent nous entraîner très très loin, et là on a le sentiment qu'il ne maîtrise plus les éléments, qu'il est maîtrisé par les éléments. En fait, quand on a une ligne politique, on essaye de l'imposer et de la faire passer. En l'occurrence, on a l'impression qu'à chaque fois, il se raccroche à ce qui peut encore lui servir en fait, d'objet de ressentiment. En fait, ah, c'est ça, c'est du ressentiment? Il y a quand même une part de ressentiment et une volonté de faire payer à François Hollande les années qu'il a passées avec lui. Et du coup, vous avez l'impression qu'il surjoue, vous avez l'impression qu'il est dans quelque chose qui n'est que de la communication, que quoi compte tenu de ce qu'est le caractère d'Arnaud, on ne sait jamais quand est-ce qu'il surjoue, parce qu'autrement il est tout le temps en surchauffe. Donc il est voilà, donc tout est ce sont de belles photos et il est pas mal Arnaud. C'est un côté photo de mariage, on a l'impression que c'est le témoin qui est venu, enfin je sais pas qui est le témoin de qui d'ailleurs. De quel mariage? Mais effectivement, ça ressemble beaucoup à un album de mariage avec l'entrée de la messe, voilà. Alors là c'est plutôt un mariage gay parce que c'est en fait Varoufakis et Arnaud qui rentrent ensemble. Bon, c'est ces photos, hein. Alors si vous n'avez pas lu Paris Match, vous n'avez pas lu VSD, vous n'avez peut-être pas lu Paris Match non plus. J'ai entendu parler de ces unes-là. C'était moins un scoop pour ceux qui avaient vu dans les jours précédents Aurélie et Arnaud, parce qu'il s'avère qu'on se voit de temps en temps. Après, chacun est maître de sa communication ou des abus de communication qui peuvent en être faits. Voilà. Oui, il paraît que c'était des photos volées. Non, mais la question que ça pose aussi, c'est est-ce qu'en termes d'image, finalement, vous parliez des enjeux de communication pour les deux personnages, Arnaud Montebourg et Yanis Varoufakis, est-ce qu'il n'a pas basculé finalement Arnaud Montebourg dans le registre finalement plus du people que de la politique? Il a plusieurs portes d'entrée, si j'ose dire, Arnaud Montebourg. Il a un talent, il a une impétuosité, il a une trajectoire de fond, avec parfois des zigzags. Et puis il a une vie personnelle qui l'a souvent mis dans la lumière. Après, c'est un tempérament personnel, mais là, on est moins dans le champ politique que dans le champ psychanalytique. D'accord. Un autre qui est bon en
com, paraît-il. C'est le Premier ministre Manuel Valls, des photos là, du printemps, match de foot à Berlin. Match de foot où il y a beaucoup reproché d'ailleurs, hein, avec le départ en avion du congrès du PS, tennis et puis... Ouais, mais la com, regardez le jeune dynamique, brillant, beau, machin. Jean-Jacques Servan-Schreiber avait déjà fait ça, on ne peut pas dire que ça ait fait un grand leader politique. Mais moi, je ne crois pas à ça. Ah ouais? Non. Je crois pas. C'est pas un bon communicant, Manuel Valls? Si, mais il vaudrait mieux qu'il soit un bon Premier ministre. Le foot, il aime beaucoup le football, il a bien raison. Ça, c'est le fameux match de foot, vous savez, à Berlin, là, qui a lieu pendant le congrès, avec ses enfants, grosse polémique. Vous avez quelque chose à dire, cette image en particulier? Moi, si j'avais été Manuel Valls, j'aurais dit tout de suite, écoutez, là, j'ai vraiment envie d'aller au match, j'y vais avec mes enfants et il n'y aura peut-être pas eu de polémique. Mais il a oublié de le faire. Après, je trouvais que c'était pas... Comment vous dire ça? Est-ce que c'est important pour l'avenir de la France, quoi? Franchement, moi j'aime bien quelqu'un qui aime le foot. J'aime bien le foot d'ailleurs aussi. Mais franchement, bon. Peut-être qu'il a mal répondu, du coup, comme vous disiez, il aurait pu dire tout de suite... C'est pas qu'il a mal répondu, c'est que mon regret, si j'en ai un, et Manuel gère en général mieux la communication que quiconque, mon regret, c'est qu'on n'ait pas tous dit ensemble, il faut que Manuel aille à Berlin. Voilà, et s'ils veulent avec ses enfants, pourquoi pas, parce qu'il ne les voit pas souvent, ses enfants. Donc moi je trouve normal qu'en week-end, ils puissent les voir. Voilà, après c'est devenu une affaire... Ouais, mais c'est marrant, vous dites, c'est lui qui gère bien la com, qui s'est communiqué, pourquoi il ne l'a pas dit? Mais c'est dommage, oui, c'est dommage. Pourquoi il aurait dû le dire? Manuel, tu aurais dû dire effectivement que tu avais envie d'aller au match et qu'en plus c'est très important, parce qu'on va être des organisateurs, et c'est très important qu'on aille voir comment ça s'organise ailleurs. On se souvient de cette séquence qui a été largement discutée. Dans le congrès du PS, l'aller-retour en avion. Je pense que sur ce sujet-là, le Premier ministre, le premier, a reconnu les choses. Donc, il a reconnu quoi? Il a reconnu qu'il n'aurait pas dû emmener ses deux enfants, que ça pouvait choquer les Français, il a remboursé. Voilà, je crois que le débat a été clos à ce moment-là. Et l'image, elle restera ou pas? Sur cette séquence, je veux dire le fond de ma pensée quand j'ai vu commencer à pointer ce qu'on appelle comme le buzz. Ouais, le buzz, absolument, ouais. Je me suis dit, on n'est pas assez pédagogue pour dire aux Français que quand on est Premier ministre, on ne raccroche pas sa veste de Premier ministre sur un porte-manteau et que quand on est invité par Michel Platini pour aller voir un match, oui, on prend un appareil de l'État. Parce que l'État protège son représentant. À un moment où on parle de terrorisme. Donc moi, ça ne m'a pas choqué, in fine. Donc c'est une vraie erreur? C'est une erreur. Parce qu'on pourrait aussi dire que c'est un truc qui a été monté en épingle et que c'était pas une erreur et qu'après tout, il avait bien le droit d'aller voir ce match et d'emmener ses enfants. Après tout, pourquoi pas? C'est une erreur montée en épingle, mais c'est une erreur quand même. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas prêter le flanc, c'est ça? Parce que je crois que les temps ont changé et que ce qui était communément admis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et que ce qui peut apparaître en période plus faste comme légitime ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et donc quand on est le dirigeant d'un pays, on a en tête en permanence le fait d'avoir à fédérer une population derrière des objectifs. Et parfois, quelques éléments qui peuvent paraître anecdotiques, eh bien, peuvent briser en fait un élan, une dynamique ou une volonté d'emmener les gens avec soi. Et donc, c'est vrai que c'est une erreur qui était très inutile en réalité. Alors avant, les frondeurs s'en prenaient beaucoup à Manuel Valls, aujourd'hui surtout à Emmanuel Macron. On les voit là au moment de l'examen de la loi Macron d'ailleurs. Un commentaire à faire sur les images, pas sur la loi, on en a beaucoup parlé de la loi Macron, mais sur ces images en particulier, sur ce moment. Moi, il y a une image que vous n'avez pas retenue parce que c'est une qui m'a marqué dans le débat sur la loi Macron. C'est le visage d'Emmanuel Macron au moment où il voit que Manuel Valls engage la responsabilité du gouvernement. Et je ne suis pas certain de lire sur les traits d'Emmanuel Macron une très grande satisfaction de voir que le Premier ministre reprend la main d'une certaine manière en affirmant son autorité et en montrant que là où l'un n'a pas réussi à produire du compromis dans l'élaboration de la loi, lui est obligé de venir terminer le boulot avec l'outil autoritaire qu'est le 49.3 et qui lui permettait à un moment où Emmanuel Macron avait pu s'affirmer, en tous les cas médiatiquement et auprès d'une certaine frange de l'opinion et peut-être moins sur le peuple de gauche. Avec beaucoup d'amendements, il avait pu s'affirmer, de rappeler que le patron c'était Manuel Valls. Quoi. Et dans le visage d'Emmanuel Macron à ce moment-là, on voit une forme de tu m'as eu quoi. Voilà. D'accord. Ah oui, il sent. Moi c'est comme ça que je le sens. Ah bah oui, c'est l'autre qui reprend la main. Voilà. D'accord, donc on rajoutera ici la photo, la fameuse.
On a choisi cette photo parce qu'on trouvait que voilà, ils regardaient dans la même direction, ils avaient l'air. Alors est-ce que c'est un passage de... Ils se ressemblent. Alors, c'est les deux piliers d'une même vision. Manuel est beaucoup plus branché sur les questions d'ordre, d'autorité, de discours sur la République, d'État, au sens de l'État de l'ordre républicain. Et puis Macron, c'est le libéralisme anglo-saxon. Alors les mauvaises langues vous diront que c'est les deux piliers de l'ordolibéralisme. Puis ils se ressemblent quand même beaucoup. Et à ce moment-là, bon, c'est au moment de la loi Macron, on a l'impression qu'il y a eu peut-être un passage de relais aussi entre les deux, parce qu'on se souvient l'année dernière à La Rochelle, Manuel Valls, c'était un peu la bête noire des frondeurs, hein, dont vous faites partie, on va dire, ou dont vous faisiez partie. C'est toujours le cas, voilà. Mais c'est plus mais Manuel Valls, c'est moins la bête noire aujourd'hui. On a l'impression que c'est Emmanuel Macron qui a un peu pris sa place, et ce qui a permis à Manuel Valls de se recentrer. Hein, finalement, il sermonne, non, et Emmanuel Macron. Je crois pas du tout. Je crois pas du tout, parce que moi-même j'ai expliqué que le débat sur les 35 heures fallait à la fois être ferme, mais pas se piéger, par exemple, parce qu'on voit bien que c'est un bouc émissaire facile pour de toute façon faire la politique qu'ils souhaitent, et que ça on n'en discute pas vraiment, hein, les choix budgétaires, etc. Non, c'est la politique de Valls qui est contestable. D'accord. Ah d'accord, donc cette polémique sur les 35 heures, finalement, elle fait diversion, quoi. C'est le risque. De toute façon, il s'est emmêlé les crayons. Chasser le naturel, il revient au galop, il le pense. Il pense qu'il faut tout déréguler, il pense à droite. Mais en réalité, faut pas... c'est Macron, voilà. Et donc devant le MEDEF, il a dit ce qu'il pensait, quoi. Et il dit ce qu'il pense, en petit comité, il nous raconte tout ça. Il a une pensée qui est de droite. Simplement, moi, ce que j'observe, ce qui compte, c'est la politique globale du gouvernement, et c'est le Premier ministre. Emmanuel Macron a parlé du temps de travail comme il le fait depuis des années. Ce n'est pas la ligne du président de la République et du Parti socialiste. Mais quand j'entends les frondeurs du Parti socialiste qui s'expriment à la télé, ils emploient des expressions sur des orientations politiques qui ne sont pas celles du Parti socialiste votées par le Congrès. Donc Emmanuel Macron, moi je le soutiens. Je le soutiens parce que c'est un bon ministre, c'est un grand ministre. Après, j'aurais autant aimé qu'il ne prononce pas cette phrase à 2 jours de La Rochelle pour éviter que ça monte en puissance. Mais enfin, on n'est pas obligé de tomber systématiquement là lorsqu'il se passe quelque chose. Moi, je crois qu'il faut quand même un peu de sérénité dans tout cela. Hein. Mais alors, la question que ça pose, que je parlais de ce moment là où on les voit tous les deux, effectivement, puis les deux s'entendent bien, hein, mais effectivement l'idée qu'il y a peut-être eu un passage de relais, qui peut aussi avoir permis à Emmanuel Valls de se recentrer aussi. Finalement. Manuel Valls, c'est à la fois... Par rapport à Emmanuel Macron, c'est la droite, et Valls, c'est au centre. Oui, Emmanuel Valls, c'est l'homme fort du Parti socialiste et l'axe central. Il fait la synthèse entre l'aile gauche et l'aile droite, pour caricaturer. Oui, donc Macron, avec sa fameuse phrase, a permis à Emmanuel Valls d'incarner ce rassemblement. Mais il l'incarnait déjà. Ouais. Mais c'est peut-être un peu plus sous les projecteurs. Certains disent que forcément s'il a dit ça, c'était qu'il se sentait soutenu par le président de la République là-dessus. Certains disent, je ne sais pas qui sont ces certains. Pas, les certains, là, à La Rochelle, il y a plein de socialistes. Oui, mais ça, des socialistes, il y en a beaucoup qui sont censés avoir des informations. Il y en a quelques-uns qui veulent toujours parler sans savoir. Moi, ce qui m'importe, c'est le débat d'idées. Donc je ne sais pas si certains disent. Moi, je ne sais pas du tout. Ah non, mais moi je ne sais pas, c'est pour ça que je ne parle pas. D'accord, donc vous ne savez pas. Non. D'accord. Je ne sais pas. Mais c'était une phrase quand même regrettable, vous dites, même si c'est un bon ministre, entre guillemets. Ça nous aurait évité une polémique, quoi. Voilà. À 2 jours de La Rochelle, on sait que tout ce qui est dit peut être retourné contre vous. Oui, j'allais dire tout le temps. Tout le temps, voilà. Voilà. Mais c'est pareil dans l'autre camp. Vous savez, moi, quand j'entends le leader des frondeurs dire « je ne savais pas que Nicolas Sarkozy avait adhéré au PS », qui était dans le gouvernement. Ouais, c'est insupportable. Ça dépasse les bornes. Ça dépasse les bornes. Jamais, il y a 20 ans, un responsable politique aurait dit ça. Jamais. De son parti. Jamais. Jamais. La population, et c'est un lieu d'expérience de l'interdépendance. Persuadé que l'an prochain, il sera à La Rochelle. Parce que c'est plus d'égalité pour les jeunes et leur accès à la culture, c'est ça, c'est notre action. Fabriquer du politique et de l'art. Alors, autre moment, on parlait du rassemblement à gauche. Il y a d'autres rassemblements à gauche qui ont eu lieu cette année. Voilà, ce meeting de soutien à Syriza en janvier, avec notamment Jean-Luc Mélenchon et Cécile Duflot côte à côte. Au vu de la suite, au vu de ce qui s'est passé, l'explosion de ELV avec le départ, là on voit l'autre aile de ELV. Ce moment-là, ça marquait une rupture. Cette image a été beaucoup parlé. Hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ces 3 personnalités, Mélenchon, Duflot et Laurent, soutiennent Alexis Tsipras
lors des prochaines élections législatives. Là, ils seraient dans la cohérence politique. D'accord, Alexis Tsipras qui a accepté le plan et qui finalement s'est recentré. Voilà. Il s'est recentré. Autrement, ça veut dire quoi? Mélenchon a enlevé la photo de Tsipras de son compte des réseaux sociaux. Cela montre bien que c'est la prise en otage d'une politique extérieure à des fins nationales. On voit très bien que Jean-Luc Mélenchon est parti totalement dans l'europhobie, totalement dans l'extrême gauche, en tenant des propos sur le président de la République et sur la France qui sont terribles. Cécile Duflot a une carte à jouer. Elle s'est rapprochée de Mélenchon, puis finalement elle s'en est éloignée parce qu'elle dit « moi je veux pas être la supplétive, je veux être moi-même candidate à l'élection présidentielle », peut-être, voilà. Mais écoutez, ça fait partie de l'aile gauche de la vie française avec d'autres. Moi, ce que j'espère, c'est qu'au deuxième tour des élections régionales, ces trois-là, et ce qu'ils représentent, appelleront à voter pour la gauche au deuxième tour. Et en termes d'analyse, est-ce que vous espérez, mais est-ce que vous analysez, là c'était une erreur pour vous, ça a été une erreur politique ce qu'elle a fait, ou est-ce qu'elle n'a pas mesuré la portée, ou au contraire dans une vraie stratégie là? Je pense qu'elle a une vraie réflexion idéologique, une vraie stratégie. Moi jamais je mettrai en cause ce que veut faire Cécile. Je dis simplement, il faut bien réfléchir à la recomposition politique dans notre pays pour les années qui viennent. Alors, je m'arrête sur le visage de Cécile. J'ai beaucoup d'amitié pour elle, même si on n'est pas toujours d'accord. Je la connais bien. Cécile Duflot, ouais. J'ai toujours regretté qu'elle soit descendue du navire gouvernemental il y a maintenant 18 mois. Bon, elle était dans une tentative là d'expression commune avec. Oui, soutien à Syriza au mois de janvier 2015. Là, on remonte au début de l'année. J'ai pas bien compris parce que ils étaient tous en train de soutenir Syriza. Alexis Tsipras était une nouvelle icône. Maintenant, c'est le nouveau social traître. Maintenant, c'est Varoufakis. On en a parlé tout à l'heure. Bon, tout ça manque un peu de. Quand on parle d'expression politique, on voit pas bien où est le fil rouge. Si finalement on arrivera avec cette gauche-là à trouver des points de convergence, tant il est nécessaire aujourd'hui de faire des efforts, de les expliquer, de les dire, et c'est pas pour autant qu'on fait une politique d'austérité comme il le décrit. Je pense que Cécile Duflot a un problème politique et personnel avec Manuel Valls, presque épidermique. Il n'y a aucune raison que parce que... C'est pas une bête politique, alors ils sont des bêtes politiques, puis elle est un peu épidermique et... Ah si, c'est aussi une bête politique, alors, mais comme je la connais bien, je peux dire les choses de cette manière-là. Je pense qu'il y a aussi une part qui n'est pas que politique, qui ne s'entendent pas. Voilà, j'ai pourtant essayé de les faire se parler. Vous avez essayé de faire le go-between? Oui, je continuerai, parce que moi je Et alors ça ne marchait pas? Comment ça se passait? Racontez-nous. Bah écoutez, souvent Cécile, je vais vous donner une confidence. Tu sais, tu es mon valsien préféré. Et j'ai dit, mais tu sais, je ne suis pas le code source. Alors ça la faisait rire. Et j'ai toujours cherché à faire passer les messages entre deux, et je vais continuer à le faire. Parce que moi, mon job aujourd'hui, au Parlement, mais aussi dans mon rôle de responsable du parti, c'est de faire en sorte que Cécile, à mon sens, qui s'est trompée, revienne dans le gouvernement avec tout le monde et avec tous les écologistes. J'espère qu'elle n'a pas privilégié l'image, mais elle apparaît effectivement comme celle qui relie la gauche, et Front de gauche en particulier, et ceux qui sont capables de gouverner puisqu'elle a gouverné. Voilà. J'espère que ce n'était pas son objectif. Je pense qu'il y avait beaucoup de sincérité dans le soutien au peuple grec, beaucoup de sincérité, mais attention à ce que l'immédiateté et ce qu'on peut ressentir effectivement là ne mettent pas en danger une gauche qui en 2017... Et là vous dites oui, on peut penser, et c'est ce que vous dites Cécile Duflot, il y a de la sincérité, on peut penser que c'est pas que de l'image, enfin on peut espérer, vous la connaissez quand même. Oui, je la connais, je pense qu'elle est sincère là, mais qu'elle a une grande responsabilité, comme tous les gens engagés en politique. C'est est-ce que je suis capable effectivement de trouver les règles d'un accord plutôt que d'exacerber les désaccords. Je veux dire, c'est ça qui est difficile à faire. Ça demande beaucoup de responsabilité, ça demande bien sûr du courage, elle en a, mais voilà, c'est pas facile à faire. Elle n'a pas eu le sens des responsabilités, c'est ça? Non, je ne veux pas dire ça. C'est pas facile pour elle, je pense. Pas facile. Et il faut dire ça.
Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut pas essayer de le faire. Oui, parce qu'après, c'était vu un peu comme une provocation à l'époque. Et... Ah bon, quelle provocation de soutenir Syriza. D'aller s'afficher les trois ensemble. Ah, parce qu'en plus, maintenant, il faut se cacher pour se rassembler. J'en sais rien. Ben moi, non. D'accord. Moi, je pense Mais ça veut dire que quand même Jean-Luc Mélenchon a quand même tapé beaucoup sur François Hollande. Et donc d'accord, et alors vous pensez qu'on va gagner la fois prochaine sans que les électeurs de Mélenchon votent Hollande? Il serait quoi Hollande si les électeurs de Mélenchon n'avaient pas voté pour lui? Et à quoi ça sert d'aller provoquer Jean-Luc Mélenchon? Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'il exagère sur certains trucs. Mais il n'en demeure pas moins que pourquoi aller l'attaquer? On ferait mieux d'attaquer la droite. Franchement. Mais qui a attaqué Jean-Luc Mélenchon? À longueur de journée, on le fait passer pour un épouvantail. Dès qu'on va avec Jean-Luc Mélenchon, on serait en train de démolir la gauche. Non, on peut aller à un meeting avec Jean-Luc Mélenchon et pas être d'accord. Donc voilà, c'est le PS qui aurait dû soutenir Syriza et pas l'inverse. Imaginez que Christophe Cambadélis est appelé à soutenir Syriza plutôt que le PASOK qui a fait 0, je sais pas combien de pourcents. Et ben on aurait eu Jean-Christophe sur la photo et ça ne donnait pas le même sens. C'est aussi parce qu'on déserte l'unité que ça s'organise en opposition au Parti Socialiste. D'accord. C'est quand même dommage, au passage, François Hollande qui obtient la COP21 en France. Vous auriez vu comment ça aurait eu du panache que Cécile Duflot, à qui on proposait d'être numéro 2 du gouvernement et ministre de l'Environnement, cela aurait eu comme conséquence, justement pour le rassemblement entre les écologistes et les socialistes, d'avoir cette belle tablée d'un Premier ministre, de sa ministre de l'Environnement, du Président de la République pour la COP21. Malheureusement, cette photo-là, on ne la verra pas. La photo de Cécile Duflot, ministre de l'Environnement de Manuel Valls. On ne la verra pas. Ça aurait pu être une belle photo. Ces images là dans le bureau de François Hollande au moment là, du référendum sur l'acceptation ou non du plan d'austérité en Grèce. Et puis on a vu un peu les mêmes genres d'images d'ailleurs dans un moment... Au moment de l'assaut contre au moment de la prise d'otage de l'hypercachère, avec aussi ces images de François Hollande dans son bureau suivant l'assaut, c'était donc en janvier. Alors on a beaucoup parlé de l'esprit du 11 janvier, du rôle de François Hollande, etc. Mais sur sa manière de communiquer, sur sa communication, est-ce que là on n'a pas la... Voilà, il est devenu finalement lui qui n'aimait pas la communication, un hyper communicant, non? Mais on est dans l'ère de la communication, c'est pas vous qui allez me démentir. Vous les journalistes, votre rôle, c'est de mettre à jour tout ce que vous pouvez mettre à jour. Et il y a des moments où émettre soi-même des images lors de situations un peu difficiles, c'est aussi bien. On a vu que ça avait démarré aux États-Unis depuis longtemps, ça se fait dans oui, ça rappelle les photos avec Obama, effectivement, quand il suit... C'est ce que demandent les gens, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, la communication est faite, il suivait ça à la télé, effectivement, c'est ça, c'est inspiré d'Obama. Oui, je crois, enfin inspiré d'Obama, en tout cas, je crois ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les Français veulent savoir. Pourquoi faire ces photos? Parce que c'est pas un peu, on a l'impression qu'il nous refait Obama, là, que c'est une espèce de... J'allais le dire, c'est très américain, en fait, voilà. mais c'est en réalité ce que font tous les présidents de la République depuis plusieurs mandats. Et on est dans une ère qui est celle de l'image et que malheureusement tout ce qui n'est pas montré n'existe pas. Et ça montre quoi là? Qui s'intéresse à la prise d'otage, qui dirige, c'est lui on dirait que c'est lui voilà, qui pilote à distance l'opération. Je pense que je ne sais pas ce que ça permet exactement, ça permet de nourrir en tout cas le trou noir qu'il y a entre le moment où on a la prise d'otage et puis le moment où on voit l'assaut. Et donc qu'est-ce qui se passe entre les deux? Dans ce trou noir, il y a ces photos qui viennent combler notre imaginaire et donner à voir ce qu'il se passe dans un bureau à l'Élysée et donc comprendre où sont les lieux de pouvoir. Il y a des photos effectivement d'Obama pour notamment, je crois que c'était pour l'assaut contre Ben Laden, où effectivement ça ressemble beaucoup. Alors certains on pourrait dire la différence c'est que là Obama est à côté de l'état-major militaire et c'est l'état-major militaire qui pilote les choses. Là François Hollande on dirait que c'est lui qui pilote l'opération. C'est un peu, la différence, mais... opérationnellement, c'est certainement de toute façon, c'est pas François Hollande qui détermine comment on entre dans un hypercachère avec les hommes du raid. En revanche, celui qui prend la décision à un moment donné et qui le prend en responsabilité, c'est lui. Et donc, cette photo raconte ça. Pour moi, c'est une communication qui ne me choque pas parce que c'est une communication qui se fait sur le réel. Ce qui est gênant, c'est quand on montre
monte une opération qui sert juste à essayer de démontrer quelque chose, mais enfin, c'est la communication Tintin et les Soviets. En fait, on crée une réalité de toute pièce. Là, en l'occurrence, on ne crée pas de réalité, on est sur une situation qui existe et qu'on raconte parce qu'elle mérite d'être racontée. Vous voyez bien qu'on sent la tension dans ces images. On sent qu'il y a un vrai souci. Là c'est crédible. Là, il y a de la tension, ils travaillent ensemble. Non, là, il n'y a absolument rien à dire à toute la séquence sur la question terroriste du mois de janvier. Ça a été nickel chrome. François Hollande a été à la hauteur de la situation. Le gouvernement et Cazeneuve a montré ses qualités. Donc quand vous dites finalement là, il a été à la hauteur de la situation, là au moment, là ces images, la prise dans le bureau, hein, lors de l'assaut contre le preneur d'otages de l'hypercachère, ça vous dites c'est des images qui sonnent justes. Et alors par contraste, celle-là au moment du référendum en Grèce, vous trouvez qu'elles sonnent moins justes? Ah bon? Elles sonnent faux, on s'agite, on alerte, on communique pour montrer que, in fine, ça bouge pas. Mais vous voyez à quoi que les unes sonnent justes et les autres sonnent faux? À la tension, regardez le côté des contracts, machin, alors je sais bien il fait chaud mais néanmoins, et puis regardez là, vous avez quand même le sentiment de, vous voyez le visage beaucoup plus, comment dire, fermé, tendu, serré, là on voit qu'ils sont debout mais ils sont en train de causer, enfin je trouve que ça, on sent la tension et la densité de ce qu'ils font. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre. Le coup classique du jeune dirigeant avec la manche, je suis relax, je téléphone. Alors maintenant c'est le grand l'amende, alors cela dit ça c'est un petit peu plus archaïque le téléphone avec du fil, mais bon. Néanmoins, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça fait plus image classique de communication. Bon, ça c'est comme le 11 janvier, vous diriez, c'est la récompense des Américains hein, qui ont désarmé le terroriste d'Italie. La bande son, parce que quand même j'ai mal avalé le bien et le mal. Franchement, quand on décore des Américains, on peut peut-être prendre des mots républicains plutôt que les mots de bouche, quoi. Oui. Il y a le bien et le mal. Non, il y a, vous avez été courageux parce que vous avez défendu l'humanisme et l'intérêt des citoyens général, et pas parce que c'est le bien ou le mal. C'est pas la même grille de lecture, surtout quand on met la Légion d'honneur. Et là, ce discours, comme vous dites, sur le bien et le mal, hein, très manichéen, un peu bouchien. Il faut pas exagérer, il a fait exprès, c'est pas possible. Ouais. Pourquoi c'était pour parler aux Américains? Je sais pas, il doit penser que tous les Américains pensent comme Bush, il a tort. D'accord. On a fini? J'ai encore une ou deux images. On peut s'interrompre 2 minutes. On s'interrompt? Aucun souci. J'enlève les... Je les éteins. J'interromps ton interview? Alors là, il y a la place pour la photo. Voilà, la photo qu'on n'a pas choisie, là que vous seriez attendu à voir. C'était laquelle qu'on n'a pas montrée? J'en suis sûre qu'on l'a pas montrée. Je pensais que vous me feriez commenter les arrivées respectives de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls à La Rochelle, puisque en fait, à chaque fois que je suis interrogé sur les hommes et femmes en général du Parti Socialiste, on finit toujours par m'interroger sur ma proximité avec Jean-Marc Ayrault, qui est réel. Amitié longue, mais je ne regrette pas de ne pas l'avoir vu parce qu'en réalité, j'ai pas de commentaires à faire sur ce dossier. Ah bon, bah zut alors. Ils sont tous les deux ensemble, c'est pas au Congrès, hein, c'est quand elle a accueilli Manuel Valls à Lille. Ouais, voilà, vous connaissez ce moment. Alors on ne sait jamais la relation, là on ne sait pas trop s'il rit jaune ou pas. D'ailleurs on se demande, vous qui connaissez bien, il rit comment là? Il rit quoi? Il rit avec de la complicité. Martine Aubry que je connais moins bien, je crois pas qu'elle soit crispée. Vous savez, c'est quand vous avez des femmes et des hommes politiques avec des caractères forts. Oui, il y a parfois des étincelles, mais là aussi les divergences ne sont pas si insurmontables qu'on ne se retrouve pas, comme là, dans des moments de complicité. D'accord, donc c'est pas juste pour la photo, c'est pas juste pour je sais pas quoi, quelle pourrait être l'arrière-pensée de Martine Aubry, je suis pas dans sa tête. Non, je crois pas, non, je pense pas que ce soit l'objet. Bon, on peut passer là-dessus, sauf si vous avez un truc particulier à dire. J'ai pas de truc particulier à dire, mais c'est le charme
de ces photos, je dirais, un peu organisées. À Lille, j'imagine, dans une visite pendant la Coupe Davis, hein, je pense que c'était à ce moment-là que cette photo est prise. On sait qu'entre les uns et les autres, les relations n'ont jamais été simples. Et en même temps, on est parti de la même famille politique et on affiche cette concorde. Voilà. Là, c'est un peu les rares images qu'on a trouvées d'elle cette année. Hein, ça nous a amusé. Voilà, mais quelque part, on a l'impression qu'elle s'est un petit peu effacée. Enfin, je sais pas, qu'elle a pas, qu'elle a renoncé à peser. On a l'impression qu'elle se met sur un autre champ. On a l'impression qu'elle quitte le champ du politique classique. J'en regrette, mais bon, en même temps, on ne va pas pleurer 10 ans si elle ne veut pas continuer autrement que cela. Alors là, quand même dit qu'elle revenait au bureau national du PS. Il paraît qu'elle y retourne, ouais. D'ailleurs, la fois où elle est venue, elle a quand même rappelé quelques vérités. Quand vous dites on a l'impression qu'elle quitte le champ de la politique classique, on a envie de dire pour faire quoi? Ben, il faut lui demander. D'accord, oui, voilà. Déjà, sa collectivité, maire de Lille, c'est clair. Je sais pas. La dernière image pour finir, quand la vie privée rejoint la vie politique, retour au premier plan de Ségolène Royal, avec ces photos là, prises à des moments différents, mais notamment cette image où elle accueille le roi d'Espagne et sa femme aux côtés du président. Voilà, c'est étonnant comme image. Qu'est-ce que ça vous inspire? Si nous regardons cette photo-là, comme ça, sans autre légende, on peut dire ça peut être étonnant. Mais en même temps, elle est membre du gouvernement, elle a un poste très important, ministre de l'écologie, sur la COP21, dans l'ordre protocolaire. Vu que Laurent Fabius n'était pas là, c'est elle qui menait à ce poste, et c'est l'ordre protocolaire qui a prévalu. Après, on peut partir dans des raisonnements divers et variés. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est particulier, qu'elle a un rôle particulier. Ce qui est particulier, c'est que François Hollande et Ségolène Royal ont vécu ensemble, ont eu des enfants, donc on peut dire, mais rentrons pas dans le pathos, ne rentrons pas là-dedans. Elle prend quand même des positions. D'ailleurs, on parlait des ministres plus ou moins des couacs, hein, il y en a moins qu'à une époque. Mais les quelques couacs qu'il y a eu ces derniers temps, c'était quand même Ségolène Royal, hein, qui était auteur de ces couacs. C'est-à-dire, c'est pas des couacs, mais elle décoiffe. Ouais. Ségolène Royal, elle décoiffe. Elle a toujours décoiffé. Rappelez-vous de sa campagne présidentielle. Elle a toujours décoiffé. Elle a une grande réflexion, c'est une grande intelligence. Et elle a surtout, elle sent les choses. Elle sent les choses. Ouais, parfois plus ou moins bien, on pense à la polémique sur le Nutella, puis il y en a eu d'autres, sur les autoroutes gratuites. Bon, mais ça peut arriver. Et elle décoiffe, mais malgré tout, vous pensez que cette position, c'est un atout politique aujourd'hui? Je crois. Ouais, vous pensez que c'est un atout? C'est pour ça qu'elle est sur la photo, je crois. C'est ce que François Hollande pense, selon vous? Parce qu'il réfléchit, j'imagine, quand même à cette image. Je pense que François Hollande réfléchit, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce qu'il pense. Non, parce que c'est... Ségolène Royal est un atout pour la France, comme Laurent Fabius, comme d'autres... Pour la France, mais et pour ceux qui la dirigent. Ceux qui la dirigent, bien sûr, évidemment. Donc si elle revient ainsi au premier plan, c'est qu'il y a... On a souvent parlé du fait que politiquement, il y avait les deux avaient une vraie... c'était un espèce de couple politique qui pouvait se retrouver à certains moments. Là, il y a une convergence à nouveau. Elle joue un rôle important dans la vie politique française. Voilà, moi, je ne veux pas vous en dire plus, parce que... Après, on entre dans la vie privée, forcément. Les questions tournent autour de cela. Donc moi, notre faute, hein, s'ils sont ensemble en photo. Oui, mais c'est pas de notre faute s'ils ont vécu ensemble et si maintenant il est ministre. C'est parce que c'est une situation politique à un moment donné. Bon, finalement, pour résumer, depuis cette photo de l'année dernière, où il y avait des vrais frondeurs au PS qui se retrouvaient avec Christiane Taubira qui est là. Voilà, ça a changé finalement. On vous voit d'ailleurs sur la photo. Là, c'était aujourd'hui finalement. Il n'y a plus vraiment de frondeurs. Vous êtes plus mais d'une certaine manière, et d'ailleurs la venue de Christiane était extrêmement précieuse parce qu'elle desserrait les taux qui étaient sur nous. C'est ça, c'est Emmanuel Macron le frondeur. Dans la clarification à l'époque, c'était Montebourg et Hamon qui sortent du gouvernement. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que les frondeurs, c'est pas plutôt Le Guen et Macron? D'une certaine manière. Finalement, c'est un gouvernement de frondeurs. J'ai tendance à dire qu'il y a plus de frondeurs au gouvernement. Par rapport au PS, il y a plus de frondeurs au gouvernement qu'au Parti Socialiste aujourd'hui. Donc c'est la suite des opérations qui est très intéressante. Et puis, dernière petite histoire, parce que vraiment, elle était très très courageuse. Je vous raconte un truc que j'ai jamais raconté, mais au moment où elle rentre, elle est sous les applaudissements et son téléphone se met à vibrer et elle me montre son téléphone, c'est Manuel Valls qui est en train de l'appeler. Elle lève les yeux au ciel et elle dit je suis là maintenant. C'est ce qu'elle dit à qui?
qui À vous? Oui, parce qu'elle était là, il y avait le téléphone qui vibrait, c'était Manuel Valls qui était en train de l'appeler parce qu'il devait, j'imagine, apprendre qu'elle était en route pour aller chez les frondeurs. Je ne sais pas si vous voulez la dissuader, mais en gros, elle disait maintenant c'est trop tard, je suis là et j'assume. Et d'ailleurs, elle l'a assumé, elle n'a pas pris la parole quand elle est venue nous voir, mais quelques minutes après, elle a sorti, elle a assumé pleinement être là, et y compris le fait qu'il ne peut pas y avoir deux gauches irréconciliables. Merci. Mais c'est pas grave, merci beaucoup. À bientôt. Hop. Ah bah c'est tonique votre truc, hein. Ouais, je zappe pas mal. Bah, vous allez, vous allez faire un travail de dentelle, de ciselage. Merci beaucoup, je vais vous laisser aller animer votre atelier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le Parti Socialiste, certains vont dire, à 40 000 militants à la fin du quinquennat. Oui, peut-être. Ou moins. C'est pas beaucoup quand même. Mais c'est pour ça que nous voulons dépasser les partis politiques. Ah, c'est une photo à prendre, je me fais déshabiller par le Sénat, au secours. Voilà.